Bonjour, chers collègues, cher public. Je salue également les services de conférence, les procès-verbalistes, les interprètes. J'aimerais souhaiter une très chaleureuse bienvenue à la délégation béninoise. Il s'agit de la réunion 3216 du Comité des droits de l'homme et nous sommes ici réunis cet après-midi pour examiner le deuxième rapport périodique du Bénin. J'ai donc le grand plaisir de saluer son Excellence, le chef de la délégation, M. Eloy Laourou, qui a énormément de choses à réaliser en représentation de son pays. Et je salue également le reste de la délégation, au nombre desquels je vois des hommes et des femmes. Je m'en félicite. Et nous allons donc examiner ce deuxième rapport périodique. Il s'agit d'un rapport périodique qui a été présenté avec un peu de retard puisque nous l'attendions en 2008. Et par ailleurs, l'État partie nous a envoyé ses réponses à la liste de points. Donc des réponses examinées il y a quelques mois. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, Excellence, la marche à suivre pour cet après-midi est la suivante. Nous allons examiner la première partie de la liste de points. Nous allons évidemment tout d'abord entendre votre déclaration. Et ensuite, les membres du comité pourront poser des questions, dire leurs doutes en ce qui concerne les différentes problématiques soulevées. J'imagine qu'il y aura pas mal de questions ou de préoccupations, sachant ou étant entendu par ailleurs que les réponses à la liste de points étaient quelque peu synthétiques. Donc nous allons certainement demander des renseignements complémentaires s'agissant de ces réponses à la liste de points. Après avoir entendu les questions des réponses, nous marquerons une pause pour que les membres de la délégation puissent s'organiser et préparer leurs réponses. Puis nous entendrons les réponses de l'État. Et évidemment, à ce moment, il est tout à fait possible qu'il y ait des questions de suivi de la part des collègues du comité. Après cela, nous passerons à la deuxième partie de la liste de points, même si j'imagine que c'est demain que nous allons nous atteler à la deuxième partie de la liste des questions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous nous contenterons de la première partie de cette liste de questions. Voilà, encore une fois, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue de la part de tous les membres du comité. Excellence, Monsieur Laourou, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'aux autres membres de la délégation béninoise et je vous donne immédiatement la parole pour votre déclaration de présentation. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Comité des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais présenter les sincères excuses de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des droits de l'homme de la République du Bénin, Maître Martine Evelyne da Silva, épouse à Wanto, qui a souhaité vivement conduire la délégation du Bénin à cette session. Elle s'y est préparée et
par expérience et par sa formation, elle se serait sentie à l'aise pour interagir avec les membres du comité cet après-midi, mais en raison des contraintes de son calendrier, elle n'a pas pu venir à Genève. Tard hier soir, elle était allée déjà à l'aéroport, mais des contraintes nationales l'ont empêché d'effectuer le voyage. Donc, elle vous présente ses sincères excuses et la délégation ici présente cet après-midi tentera, dans la mesure du possible, d'interagir avec vous et de donner réponse aux préoccupations et aux observations du comité. Cette délégation que je conduis en place et lieu de Madame la garde des Sceaux se compose du secrétaire général du ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, M. Olivier Luc Fortuné Guézo, à ma gauche, de M. Amoumiwa Patrice Ouéazé, qui est directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, que vous avez à la suite, de Mme Marie-Gisèle Zinkpe, qui est directrice de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, Mme Obou, habillée en bleu, également de Mme Valérie Eteka Fall, qui est chargée de la communication en relation avec les organisations internationales, chargée des questions des droits de l'homme, des questions politiques, des questions de désarmement au niveau du système des Nations Unies à Genève. Et nous avons M. Dieudonné Todjiwede, qui est chef service promotion de la vulgarisation à la direction des droits de l'homme. Et nous avons M. Martial Eric Hachemin, qui est chef service des associations et organismes des droits de l'homme à la direction des droits de l'homme. En bout de table. Et nous avons Mme Nadia Faïnse, qui est chef secrétariat à la direction des droits de l'homme. Donc c'est cette délégation qui s'emploiera à donner suite aux préoccupations et observations du comité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, nous voudrions vous dire toute notre appréciation et présenter devant le comité le deuxième rapport périodique national sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. La République du Bénin tient à renouveler ici son adhésion à ce mécanisme et au-delà, son engagement profond et constant en faveur de la promotion et de la protection des droits humains. Excellences, Mesdames et Messieurs, le rapport soumis à examen, conformément à l'article 40 du pacte, est le résultat d'un processus inclusif de consultation nationale dans lequel les structures étatiques et les acteurs de la société civile ont contribué à la collecte des informations. Des consultations sectorielles ont été donc organisées au niveau des ministères pour recenser les faits nouveaux. Un avant-projet de rapport a été élaboré par un consultant national et transmis aux points focaux des ministères pour leurs observations. Ces observations ont été examinées puis intégrées avant la validation du rapport par le Comité national d'application des instruments internationaux élargis au Conseil national consultatif des droits de l'homme. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Bénin a poursuivi la ratification et l'internationalisation des instruments juridiques en matière des droits de l'homme. Il a adhéré le 5 juin 2012 au deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort. L'entrée en vigueur de ce protocole au Bénin le 5 octobre 2012 rend effective l'abolition de la peine de mort et renforce les dispositions internes qui consacrent le droit à la vie. Au plan interne, le projet du nouveau code pénal relu en 2013 et dont le processus
d'adoption est en cours exclut la peine de mort de la nomenclature des peines. En attendant le vote de ce code, devant servir de fondement juridique à la commutation des peines des condamnés à mort, le gouvernement, par notre circulaire numéro 2807 du 2 novembre 2012, a notifié aux différentes juridictions l'entrée en vigueur du deuxième protocole facultatif au pacte. En ce qui concerne le respect du principe de non-discrimination, il importe de mentionner que des progrès notables ont été enregistrés ces dernières années. Ainsi, la loi 2011-20 du 9 janvier 2012 contre les violences faites aux femmes en son article 5 dispose que la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme constitue une priorité nationale. Pour lutter contre les discriminations d'ordre raciste, l'État a organisé, avec l'appui de la section de lutte contre la discrimination raciale du Haut Commissariat aux droits de l'homme, 2 journées d'information respectivement en 2010 et 2011 en vue de donner suite aux mesures prises à la conférence mondiale sur le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance. Un plan d'action a été adopté en octobre 2014 sur la même thématique. En appui à toutes ces mesures, les principes et les enseignements du respect mutuel, d'apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l'esprit critique et d'analyse contre les violences et l'ensemble des inégalités hommes-femmes ont été pris en compte dans les politiques nationales. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la jouissance du droit d'accès à la justice, notre pays a adopté depuis octobre 2014 une politique nationale de développement du secteur déclinée en plusieurs programmes. La mise en œuvre de cette politique permettra de renforcer le cadre législatif, normatif et institutionnel, de moderniser les services judiciaires, de conformer le système pénitentiaire aux normes et standards internationaux, d'améliorer la promotion et la protection des droits de l'homme. Des innovations majeures relatives au respect des droits de l'homme ont été introduites dans le nouveau Code de procédure pénale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes privées de liberté. Il s'agit notamment de la création d'une commission d'exécution des peines, la prévision au plan textuel d'une commission d'indemnisation pour détention illégale, la durée légale pour une détention provisoire ainsi que les conditions pour une libération d'office. Il s'agit également de la création de la Chambre des libertés et de la détention, de la nomination des juges de la liberté et de la détention. S'agissant des violences faites aux femmes et aux filles, le gouvernement béninois, en collaboration avec les acteurs de la société civile, a créé depuis 2012 des centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Ces centres offrent aux victimes une assistance judiciaire, psychologique et médicale. Les droits de l'enfant ont été également renforcés. Plusieurs initiatives ont été prises à cet effet. Il s'agit, entre autres mesures, de l'adoption en octobre 2014 de la politique nationale de protection de l'enfant qui a été déclinée en plan sectoriel, l'adoption en janvier 2015 du Code de l'enfant qui internalise les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'adhésion de la République du Bénin à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption, la mise en place depuis 2014 de tribunaux adaptés et sensibles aux enfants dans certaines juridictions. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Bénin dispose depuis 2013 d'un nouveau code électoral novateur qui a institué une commission électorale nationale autonome permanente et a permis d'organiser respectivement les 26 avril 2015 et 28 juin 2015 les élections législatives, communales et locales. Ces différentes élections, consacrant le droit de voter et d'être élu, ont conduit au renouvellement du Parlement et à l'installation de nouveaux maires, chefs d'arrondissement et chefs de quartier, de ville ou de village. Actuellement, au Bénin,
Un nouveau projet de loi portant conditions d'exercice des associations et répondant aux normes internationales est élaboré et son processus législatif d'adoption est en cours. Il en est de même pour la traite des personnes. S'agissant du droit à la liberté d'expression, le Bénin s'est doté en mars 2015 d'un code de l'information et de la communication publié au journal officiel le 15 août 2015. Ce code prévoit le caractère pluriel de l'expression et règle définitivement la question relative à la dépénalisation des peines privatives de liberté pour les délits de presse. Par ailleurs, le Bénin s'est engagé depuis le vote de la loi numéro 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme dans un processus de mise en place de son institution nationale des droits de l'homme conformément aux principes de Paris. Excellences, Mesdames et Messieurs, en matière de coopération avec les mécanismes et les procédures spéciales des Nations Unies, le Bénin a accueilli en novembre 2013 le rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les recommandations issues de cette visite ont été disséminées et ont fait l'objet d'un plan d'action. Aussi, notre pays s'apprête-t-il à accueillir dans le mois de décembre 2015 le sous-comité pour la prévention de la torture. S'agissant des réalisations effectuées au plan international, ma délégation voudrait mentionner le mandat du Bénin en qualité d'État membre au Conseil des droits de l'homme de 2011 à 2014. Au cours de son mandat au Conseil des droits de l'homme, le Bénin a contribué à la prise de plusieurs décisions et résolutions en ce qui concerne le respect des droits civils et politiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Bénin s'est soumis le 7 mai 2008 et le 25 octobre 2012 à l'examen périodique universel en acronyme EPU, nouveau mécanisme d'évaluation du Conseil des droits de l'homme, et s'attelle à la mise en œuvre des recommandations formulées par ses pairs à l'issue des différents passages. Dans ce cadre, un plan d'action a été élaboré avec le concours du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Programme des Nations Unies pour le développement. Il existe au Bénin une volonté politique de faire triompher les droits de l'homme. De plus, le dialogue politique est permanent et mon pays est engagé à poursuivre les réformes initiées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Certes, les avancées sont importantes, mais il subsiste des défis et des contraintes que le gouvernement s'emploie avec constance et détermination à affronter et surmonter. C'est pourquoi mon pays reste ouvert à toute forme de coopération dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains en général et des droits civils et politiques en particulier, et souhaite que le dialogue en cours soit maintenu pour que les recommandations qui sortiront de cet examen soient effectivement mises en œuvre en vue d'une meilleure protection des droits humains. Et parlant de la coopération internationale, s'agissant des questions des migrants et des réfugiés, le Bénin, qui est une terre d'hospitalité légendaire, accueille des mouvements de migrants et parmi eux des réfugiés et s'emploie à assurer leur intégration progressive, contribuant de cette manière également à la promotion et à la protection des droits de l'homme au niveau régional et international. C'est pour cela que le gouvernement béninois souhaite que les efforts qu'il emploie au quotidien soient soutenus par la communauté internationale et que le bureau du HCR au Bénin soit maintenu parce que, pays carrefour, terre d'hospitalité, le Bénin souhaiterait continuer à prêter cette forme d'assistance humanitaire aux personnes en difficulté et qui sont dans le besoin d'être assistées. Nous souhaiterions que le comité fasse écho de cette recommandation dans les conclusions de la présente session d'examen de son deuxième rapport et que le suivi en soit fait non seulement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais également par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et toutes les instances qui travaillent aux côtés du gouvernement béninois pour assurer cette forme de protection et d'assistance humanitaire. Enfin,
ma délégation voudrait réaffirmer la disponibilité du gouvernement béninois à renforcer sa collaboration entière avec le comité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, pour votre introduction. Es momento de pasar. Nous allons maintenant donner la parole aux collègues qui, sans aucun doute, auront beaucoup d'intérêt pour les documents envoyés par l'État partie, qu'il s'agisse du rapport ou des réponses et qu'il s'agisse également de votre présentation, Monsieur le chef de la délégation. Je vais donc immédiatement donner la parole au premier orateur que j'ai inscrit sur ma liste. L'expert, Monsieur Yad Benachour. Monsieur Benachour, vous avez la parole. Oui. Des questions? C'est jusqu'à la 12. C'est 1-12. Oui. On va travailler cet après-midi sur les questions 1-12. De l'an à 12. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de saluer la délégation qui représente le Bénin auprès du Comité des droits de l'homme et de souhaiter que le comité ait avec cette honorable délégation un dialogue constructif sur la promotion des droits de l'homme au Bénin. Je crois que le Bénin, d'une manière générale, accomplit des efforts méritoires en matière de développement et de promotion des droits de l'homme. Le chef de votre délégation en a évoqué quelques-unes, pas toutes. Notamment d'abord ce processus inclusif d'élaboration du rapport périodique. Évidemment, il faut citer l'abolition de la peine de mort qui donne quand même au Bénin une image positive au niveau de la communauté internationale. Le plan d'action contre les violences à l'égard des femmes, le code de l'enfant qui va donner consistance à la ratification par le Bénin de la Convention sur les droits de l'enfant, le code électoral qui a donné de bons résultats encore récemment et qui, je pense, va jouer un rôle bientôt, le code de l'information, etc., la mise sur pied de la Commission nationale des droits de l'homme. Je crois que sous tous ces aspects, il faudrait encourager le Bénin et son gouvernement de continuer dans cette voie. Je voudrais maintenant évoquer avec vous d'une manière plus précise les questions 1, 2 et 3 de la liste des questions. Puisque, comme le Président l'a dit, on s'arrêtera à la question 12. S'agissant de la première question, elle est relative à l'applicabilité du pacte d'une manière générale, à l'invocation du pacte par les tribunaux et aux mesures qui sont prises pour diffuser le pacte auprès des juges et auprès des responsables de l'application des lois. Les réponses que nous a données la délégation, on peut les résumer de la manière suivante. Tout d'abord, le rapport périodique de l'État invoque plusieurs mesures législatives et réglementaires qui révèlent un souci constant, mais certain quand même, de mettre en exécution les dispositions du pacte au Bénin. Cependant, je dois quand même remarquer que les réponses aux questions que nous avons posées restent générales. Par exemple, je lis que le pacte est parfois invoqué dans les procédures judiciaires par les différentes parties au procès, y compris son application par les tribunaux.
Mais j'aimerais aller un peu plus loin avec vous. De quels tribunaux s'agit-il? Quels sont les tribunaux qui ont invoqué le pacte? À quelles occasions? Avec quels effets? Est-ce que les tribunaux dont vous parlez, ce sont les tribunaux ou les cours supérieures, comme la Cour constitutionnelle? Ou est-ce que c'est les tribunaux judiciaires ou la Cour suprême? On aimerait avoir des précisions sur ces questions. Autre question que je voudrais vous poser, à plusieurs fois dans vos réponses à la liste des questions, vous avez parlé de clinique juridique. Est-ce que vous pourrez nous préciser ce que sont ces cliniques juridiques dont vous parlez et également nous donner des précisions sur les kits d'éducation aux droits de l'homme qui sont évoqués dans vos réponses aux questions qui ont été posées par le comité. Il y a une autre question importante que j'aimerais vous adresser, c'est que d'après l'article 147 de la Constitution de la République du Bénin, je cite la Constitution, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. » Fin de la citation. Je viens de vous citer, honorable membre de la délégation, la Constitution du Bénin. Par conséquent, d'après cette Constitution, l'application des traités par le Bénin est soumise au principe de réciprocité ou à la condition de réciprocité, c'est-à-dire l'application par les autres États du traité en question. La question que je vous pose est la suivante. Cette disposition concernant la réciprocité s'applique-t-elle systématiquement à tous les traités internationaux, y compris aux conventions relatives aux droits de l'homme? Si vous voulez que je sois plus concret et plus simple, je peux vous poser la question autrement. Est-ce que l'application par le Bénin du pacte sur les droits civils et politiques est, selon les termes de la Constitution du Bénin, conditionnée par le principe de réciprocité? Autrement dit, ce principe de réciprocité qui est posé par la Constitution du Bénin en termes généraux, est-ce qu'il s'applique systématiquement et en particulier est-ce qu'il couvre le pacte sur les droits civils et politiques? Quelle est l'interprétation que vous donnez de cet article 147? Je sais que cet article 147, il est souvent reproduit dans les constitutions de divers États du monde. Mais la question que je vous pose, c'est où s'arrête l'effet de cet article 47 et couvre-t-il la matière des droits de l'homme d'une manière générale, par exemple les conventions sur le droit humanitaire, les conventions sur la protection des droits économiques et sociaux, etc., et en particulier sur le pacte sur les droits civils et politiques. Autrement dit, est-ce que le Bénin applique le pacte sous réserve de réciprocité? Voilà les questions que j'avais à vous poser à propos de la première question. La question 2, elle est relative à la Commission béninoise des droits de l'homme qui a été créée par la loi 2012-36 du 15 février 2013. C'est un acquis important. Les pays qui se dotent d'une commission des droits de l'homme marquent un pas, un progrès dans leur politique de protection des droits de l'homme. La loi a dit, la loi 2012-36 affirme qu'un décret d'application sera pris et le décret d'application a été pris le 6 mai 2014. Donc, décret d'application de la loi. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations et nous concrétiser ou nous mettre à jour sur les dispositions de ce décret? La question a été posée dans la liste des questions, mais n'a pas eu de réponse
de la part de la délégation. Par conséquent, j'aimerais que vous demandiez encore et insister pour que vous nous donniez un petit peu des éclaircissements sur le contenu de ce décret du 6 mai 2014. Quelles mesures le gouvernement a-t-il pris pour que cette commission béninoise des droits de l'homme soit conforme aux principes de Paris? Ici aussi, la question a été posée, mais nous sommes restés sur notre soif, puisque il n'y a pas eu de réponse en réalité dans la réponse à la liste des questions. Vous n'avez pas donné de réponse précise à cette question de la conformité de la Commission aux principes de Paris. Il faudrait nous préciser quels sont les éléments d'autonomie de cette commission en termes de composition, de financement, de compétences, de rapport avec la société civile, de rapport avec le gouvernement et l'État, de rapport avec le budget de l'État, etc., etc., pour nous montrer que cette commission a les caractéristiques de ce que le comité attend d'une commission nationale des droits de l'homme. Question 3, et c'est la dernière question que je poserai dans cet après-midi. La question est relative au point de savoir si l'État partie a mis sur pied des programmes de sensibilisation de la population en matière de droits de l'homme et si les droits de l'homme sont intégrés dans les programmes scolaires et universitaires. Vous avez une réponse qui est encore, avouons-le, un petit peu succincte. Vous nous parlez de politique nationale pour le développement du secteur de la justice qui a été adoptée en octobre 2014. Vous nous parlez d'une vulgarisation accrue des droits de l'homme par les différents ministères. Vous nous parlez également de l'enseignement dans les cours primaires et secondaires, dans les classes de 4e et de 1er et à l'université, dans les facultés de droit, et même au niveau du DEA. Tout cela est très bien, mais j'aimerais avoir des précisions sur, d'abord, cette politique nationale pour le développement du secteur de la justice qui a été adoptée en 2014. Est-ce qu'il s'agit d'un plan? Est-ce qu'il s'agit d'une planification échelonnée dans le temps? Quelle est sa substance? Quelle est sa consistance? Et si vous pouvez aussi nous donner quelques précisions sur cet enseignement des droits de l'homme au niveau du primaire et du supérieur en particulier. Vous nous parlez d'une chaire de l'UNESCO, des droits de la personne et de la démocratie. Tout cela est très bon, mais est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la substance de cet enseignement qui est donné, comme vous le dites, au niveau du primaire, puis jusqu'au niveau universitaire, le plus haut d'ailleurs, puisque ça va jusqu'aux enseignements de DEA. Voilà quelles sont les questions que je voulais poser. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je voudrais vraiment encourager, profiter de ce que j'ai la parole pour encourager le gouvernement du Bénin à poursuivre dans cette voie de promotion et de protection des droits de l'homme dans votre pays. Rien n'est parfait en matière des droits de l'homme et les pays les plus démocratiques et les plus soucieux des droits de l'homme restent toujours en deçà de ce qu'on attend d'eux. Je pense que vous n'échappez pas à la règle et que vous avez encore des efforts à faire pour poursuivre la politique que vous appliquez maintenant. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Benachour, merci. Yo quisiera en torno... En ce qui concerne le point 1 de la liste de points à traiter, déjà évoqué par M. Benachour, j'aimerais ajouter quelque chose pour que cela ne soit pas omis, puisque cela concerne le premier point. Il s'agit du respect de notre communication 2055/2011. Il s'agit de l'affaire Zinzou, que le Comité des droits de l'homme a
examiné et résolu dans le cadre du protocole facultatif en juillet 2014. Comme vous le savez, l'État du Bénin a ratifié le premier protocole facultatif qui nous donne compétence pour être saisi de communications individuelles. Et en juillet dernier, le Comité des droits de l'homme a adopté une décision, un avis, où il trouvait l'État responsable de violations de l'article 7 et 14 au détriment de cette personne, Zinzou. Il a été recommandé dans cette communication 2055-2011 à l'État parti d'apporter des réparations adaptées et utiles à cette personne. L'État pourrait-il nous fournir des informations au sujet du respect de l'avis ou de la décision du comité relatif à cette communication? Je saisis l'occasion pour demander à l'État parti s'il a un mécanisme établi pour respecter les avis du comité au sujet du protocole facultatif et au sujet des observations finales du comité après l'examen des rapports périodiques tels que prévus par l'article 40 du pacte. Il s'agit de 2 questions supplémentaires qui complètent les questions formulées par mon cher collègue M. Benachour. Je vais maintenant donner la parole à M. Fatala. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens de ma part de saluer, de souhaiter la bienvenue à la délégation béninoise à Genève et à cette réunion du Comité des droits de l'homme et d'accueillir chaleureusement ce qui a été mentionné par le chef de la délégation qui a réaffirmé la disponibilité du gouvernement béninoise à renforcer sa collaboration entière avec le comité. Nous réciproquons ce but qu'on considère comme but commun. Je vais traiter cet après-midi de 2 questions, c'est les questions 4 et 5. Je commence par la question 4. Pour nous, les informations fournies au paragraphe 9 de la réponse du Bénin ne reflètent pas d'une manière détaillée et précise une réponse aux points soulevés dans la question 4, notamment en ce qui concerne des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises en vue, premièrement, d'éliminer les discriminations contre les femmes et deuxièmement, éradiquer les causes. Une référence a été faite à l'adoption en octobre 2014 d'un plan d'action sur le racisme et la discrimination sans nous donner des détails sur le contenu de ce plan d'action et comment il adresse les points soulevés dans notre question numéro 4. Donc, pouvez-vous nous fournir de telles informations? Quant à la question soulevée concernant la sensibilisation de la population au sujet de l'égalité des droits des hommes et des femmes, je reconnais que cette question est répétitive et partiellement répétitif de la question numéro 3 que mon collègue M. Benachour a déjà soulevé, mais j'insiste toujours que dans votre réponse écrite aux questions 3, au paragraphe 7 et 8, cette réponse est limitée à premièrement la vulgarisation accrue des droits de l'homme dans les divers ministères et deuxièmement l'enseignement à l'école et à l'université. Mais cette réponse n'a pas adressé la sensibilisation de la population en gros, surtout dans les milieux ruraux qui ont le plus besoin de telle sensibilisation. Pouvez-vous nous fournir de réponses et informations à cet égard? La deuxième partie de cette question traite de la polygamie, tout en reconnaissant et appréciant
le contenu de l'article 143 du Code de personnes et de la famille qui, et je cite, « Seul le mariage monogamique est reconnu. Cependant, et selon nos informations, la polygamie est toujours une réalité au Bénin et des statistiques dont nous disposons démontrent que 41,2% des femmes jusqu'à l'âge de 49 ans sont en union polygamique. Donc, le comité vous redemande de lui fournir une réponse concernant, premièrement, les mesures prises pour protéger les femmes qui étaient déjà engagées dans une union polygamique, et deuxièmement, les mesures prises afin d'abolir la polygamie dans la pratique. En plus, nous espérons que telle union soit définie dans la législation nationale comme une discrimination à l'égard des femmes. Concernant la question numéro 5, cette question vous demande de nous décrire les mesures concrètes adoptées pour promouvoir l'application effective de la législation et des politiques tendant à l'égalité des sexes et notamment garantir la participation de la femme dans divers aspects de la vie publique et des renseignements sur l'application du décret instituant un quota de 30% de femmes dans les instances de décision. Sur cette dernière question, donc la question du quota, le paragraphe 13 du rapport de l'État nous fournit quelques statistiques de la représentation des femmes dans de nombreuses institutions, y compris le gouvernement, l'Assemblée nationale, etc. La composition de la Cour constitutionnelle pour la période 2008-2013 a presque achevé ce but, puisque 2 sur 7 juges sont des femmes. Les autres instances sont loin d'achever ce but, ce qui m'emmène à vous demander quelles mesures ont été prises pour garantir la participation de la femme dans divers aspects de la vie publique et notamment pour achever le but de quota de 30%, tenant en considération votre réponse reflétée au paragraphe 12 qui mentionne que la Cour constitutionnelle a déclaré la loi sur la parité non conforme à la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les... Ça, c'est une deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les séances de sensibilisation organisées par l'Institut de promotion de la femme, surtout que les personnes ou groupes de personnes visées par ces séances aient leur capacité dans le futur d'entreprendre les changements nécessaires et aussi quand vous allez évaluer les actions de cet institut qui a été établi en 2009 et nous sommes déjà en 2015 sans que telle évaluation soit entreprise selon les informations reflétées au paragraphe 14 de votre réponse. Dans votre réponse, vous avez mentionné que vous n'avez pas encore fait cette évaluation. Et comment vous évaluez jusqu'à maintenant l'application ou l'exécution de son plan stratégique 2011-2015. Une autre question que je soulève sous le grand titre de l'égalité, c'est celle de la participation des femmes dans les élections. Nous disposons de l'information que le code électoral contraigne tout candidat aux élections de proximité à n'être que sur la liste d'un parti politique. Mais pratiquement, les femmes ont des difficultés à s'imposer dans les partis politiques, donc cette disposition d'être sur les listes d'un parti les empêche de contribuer de manière efficace
à la gouvernance locale. Pouvez-vous nous clarifier vos efforts afin de surmonter telles difficultés et donc assurer le droit égal de la femme de participer à la gouvernance locale? Une dernière partie de cette question, on avait demandé les mesures prises pour promouvoir l'accès des femmes à la propriété et on n'a pas eu vraiment de réponse que ce soit de réponse écrite ou de réponse ou dans votre présentation cet après-midi. Mais ce que je voudrais savoir, puisque ça c'est positif pour vous-même, je voudrais que vous confirmiez les informations très positives dont dispose le comité. Et je cite, le Code des personnes et de la famille a amélioré l'accès des femmes à la propriété foncière. Il accorde en effet des droits d'héritage égaux aux femmes et aux hommes. En outre, le projet de code de la propriété foncière et immobilière prévoit un accès égal à la terre, quel que soit le sexe, créant ainsi une opportunité pour les femmes vivant dans les zones rurales de posséder et d'administrer des terres. Dans le cadre du partenariat pour un avenir égalitaire, signé entre le Bénin et le système des Nations Unies, certains engagements dans ce sens ont aussi été pris par le Bénin. Donc, puisque ce que je viens de mentionner est positif, je voudrais savoir comment est l'application en réalité de ce code et aussi les engagements que vous avez entrepris avec les Nations Unies dans le cadre du partenariat pour un avenir égalitaire, comme j'ai mentionné, signé entre le Bénin et le système des Nations Unies. Et je me satisfais de ces deux questions pour le moment. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, merci à Monsieur Fatala pour toutes ces questions très importantes qui seront prises en considération par la délégation et nous attendons avec impatience les réponses de la délégation à ce sujet. Je vais maintenant donner la parole à Madame Passartis. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'associer d'abord à mes collègues du comité en souhaitant la bienvenue à la délégation du Bénin pour ce dialogue à l'occasion du deuxième rapport périodique du Bénin. Je remercie la délégation pour le rapport couvrant la période 2005 à 2008 et actualisé jusqu'en 2012 pour les réponses à la liste des points concernant ce rapport et pour la présentation générale orale faite il y a tout à l'heure par son Excellence le chef de la délégation. Mes remarques et questions cet après-midi porteront sur les questions 6 et 7 de la liste des points, ayant trait notamment à la violence à l'égard des femmes et la violence dans la famille. Le comité serait reconnaissant des réponses et précisions que la délégation puisse fournir à ces questions, d'autant plus que ni le rapport, ni les réponses à la liste des questions ne contiennent des renseignements suffisants de manière à permettre au comité d'évaluer la situation à l'égard des droits protégés par le pacte dans ce domaine. Je tourne d'abord à la question numéro dans le paragraphe 6 de la liste des points. Le comité a pris note de l'adoption de la loi 2011-20 du janvier 2012 relative à la violence à l'égard des femmes. On a entendu le chef de la délégation évoquer la création, depuis 2012, des centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, offrant aux victimes une assistance judiciaire et médicale. C'est déjà un progrès significatif pour adresser la violence à l'égard des femmes. Il est vrai que l'adoption de la loi
sur la discrimination est très récente, elle date du janvier 2012. Il s'agit pourtant d'une pièce de législation très importante pour la prohibition de toute forme de violence contre les femmes, y compris des traitements dégradants. Et de plus, cette législation est compréhensive, comprenant un volet social, civil et pénal. Alors, dans sa réponse aux questions posées dans la liste des questions, le paragraphe 15, l'État partie se contente d'une réponse très laconique, se limitant à dire que les études d'impact et de statistiques sont en cours de réalisation. Pourtant, les informations reçues par la société civile, ainsi que des rapports émanant d'autres organes du système onusien des droits de l'homme, tels que le CEDAW, font état, de façon générale, d'une méconnaissance des droits de la femme et une persistance des cas de violence à l'égard des femmes, y compris dans le cadre conjugal, malgré l'existence de ce cadre législatif précité et, comme j'ai dit, important à mon égard. Mes questions alors. Premièrement, pourriez-vous nous fournir des informations sur le contenu de la loi de 2012, mais plus particulièrement, parce qu'on connaît le contenu, sur la mise en œuvre effective des dispositions de cette loi en pratique? Est-ce que cette loi, en d'autres termes, est appliquée? Je comprends, j'attends une vérification de la délégation, que les décrets d'application déjà existent. Mais qu'en est-il de l'application effective de ce cadre? Ma deuxième question, qui se rapporte à la première, est: est-ce que ce cadre législatif est suffisamment diffus afin de permettre les femmes d'en prendre connaissance de leurs droits et de pouvoir ainsi les exercer de façon effective? Troisièmement, pourriez-vous nous donner plus d'informations sur les dispositions pénales, les sanctions prévues pour ce genre de violation, la possibilité pour les femmes victimes d'avoir accès à une assistance, à un appui juridique, notamment lorsqu'elles se trouvent dans une situation vulnérable, par exemple en cas de violation dans le cadre conjugal ou des viols sur mineurs? Comment les victimes sont-ils prises en charge et est-ce qu'elles puissent avoir accès effectif à la justice? Ont les victimes droit à la réparation? Quatrième question, pourriez-vous nous indiquer le nombre de plaintes enregistrées et les suites, s'il y en a, de ces plaintes? Y a-t-il des cas de poursuites pénales engagées et des peines imposées? Il semblerait, selon des informations qu'on a, que beaucoup de cas de violence ne sont même pas signalés ni portés devant les instances compétentes en raison des tabous ou stéréotypes culturels et en raison de la crainte de stigmatisation. Je voudrais les commentaires du gouvernement, de la délégation sur ce point et aussi comment le gouvernement envisage d'améliorer cette situation. Et une dernière question sous ce point s'adresse plus particulièrement aux pratiques liées au veuvage et au levira sorora. Il semblerait que de telles pratiques demeurent encore ancrées dans la tradition béninoise. Je pourrais ajouter par ailleurs que ces pratiques qui sont traditionnelles dans certaines localités au Bénin privent la femme de la pleine jouissance de ses libertés fondamentales garanties, elles aussi, par le pacte. Est-ce que le gouvernement et comment envisage-t-il d'éliminer de telles pratiques? Quelles mesures sont envisagées par le gouvernement, notamment dans le cadre de la lutte contre la discrimination et les mesures qui ont déjà été prises pour
pour adresser ces formes et ces pratiques. Tournons maintenant, Monsieur le Président, à la question numéro 7 de la liste des questions. Je rappelle que dans ses observations finales en 2004, il y a déjà un bon moment, le comité a fait état de ses préoccupations au sujet de la persistance des pratiques de mutilation génitale, considérant de surcroît qu'elles constituent des violations graves des articles 3 et 7 du pacte. La réponse du gouvernement à cette question soulevée au paragraphe 7 de la liste des points des questions, était que il y a une loi, la loi de 2003-03, qui interdit les mutilations génitales féminines. Il paraîtrait que cette loi a un impact positif au sein des populations, car les pratiques, et je cite la réponse, ont dû déplacer les activités de mutilation en dehors du territoire national vers des pays voisins. Je dois noter quand même que vous mesurez l'impact positif de la loi de 2003 par le fait que les pratiquants ont dû déplacer leurs activités dans des pays voisins. Or, il s'agirait, et cela sera ma question, de savoir comment, si la loi de 2003 est effectivement mise en œuvre dans votre pays, est-ce que cette loi est mise en œuvre? Qu'est-ce qu'elle envisage par rapport aux poursuites pénales ou autres actions? Et si oui, est-ce qu'il a eu des poursuites judiciaires? Pourriez-vous aussi, et je terminerai avec cette question, Monsieur le Président, pourriez-vous nous fournir d'informations précises sur les pourcentages des femmes touchées par de telles pratiques, leur répartition par région et groupe ethnique? De même, sur les poursuites pénales engagées contre les auteurs, encore là, je répète, s'il y en a eu de telles poursuites. Je voudrais remercier, à ce point je m'arrête, Monsieur le Président, je remercie la délégation d'avance pour ses réponses. Merci beaucoup, Madame Passartis, pour votre question. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Vardelashvili. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, qu'il me soit permis, comme mes collègues l'ont fait avant moi, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à la délégation. Et j'aimerais, quant à moi, aborder les questions 11 et 12. Je les aborderai dans l'ordre inverse. D'abord la 12, qui porte sur les conditions carcérales, la surpopulation carcérale. Mais tout d'abord, j'aimerais me féliciter de mesures positives prises par l'État partie pour améliorer les conditions de détention, notamment la construction de nouvelles prisons. D'après le rapport de l'État partie, le taux d'occupation avait dépassé les 230 degrés, mais la situation est encore plus grave dans certaines prisons comme à Abomey, où là où on devrait avoir 200 prisonniers, il y en a 1100. Certains détenus doivent dormir par rotation. Ils n'ont pas de services médicaux, même si, je le répète, il y a eu des améliorations à certains égards. Mais cela a été mentionné dans le rapport. L'État partie fournit maintenant 2 repas chauds par jour. Mais évidemment, les conditions ne sont pas aux normes. Il y a également eu des informations faisant état du fait que certaines cellules sont réservées aux détenus qui sont des personnalités connues.
Et cela contribue plus encore à la surpopulation carcérale. Alors j'aimerais savoir ce que le gouvernement envisage de faire. Est-ce qu'il entend poursuivre la construction de nouvelles prisons et qu'en est-il de ces prisonniers VIP? J'aimerais également parler d'une autre mesure positive. Une commission a été établie pour recenser les détenus qui ont déjà passé plus de temps en prison que le prévoirait leur peine, et cela dépasserait les 10% des détenus totaux qui seraient concernés. Et évidemment, c'est une mesure très utile et très importante. Cependant, il subsiste encore des préoccupations dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la préventive. Même si la population carcérale au Bénin n'est pas très importante, l'on estime que 75% des détenus sont en préventive. Et encore une fois, je fais référence à cette prison d'Abomey, où sur le total des détenus, seulement 154 ont été condamnés. Et c'est l'une des prisons les plus surpeuplées au Bénin. J'imagine que les chiffres se passent de commentaires et traduisent un véritable problème. D'après plusieurs rapports, la préventive est souvent prolongée. Avant l'adoption du nouveau code de procédure pénale, en 2013, la préventive pouvait être prolongée de manière indéfinie. Dans le rapport, il est mentionné que maintenant une durée maximale a été établie, mais il n'y a pas d'autres détails là-dessus dans le rapport. Et j'aimerais vous demander de bien vouloir nous fournir un certain nombre d'informations plus détaillées là-dessus. Donc j'aimerais des détails sur la durée maximale en préventive. Dans le rapport, on parle des conditions pour une libération automatique qui sont fixées par la nouvelle loi. Mais cette libération automatique, je ne sais pas vraiment comment elle est déclenchée par la loi. C'est après la préventive? Est-ce que c'est à partir d'un certain laps de temps que le prévenu a passé en prison? Et dans ce cas-là, c'est une mesure importante à mettre en place, mais j'aimerais savoir dans quelle mesure cette mesure s'est avérée satisfaisante. Parce que dans le système de préventive, il y a des détenus qui n'ont pas encore été condamnés ou pas condamnés. Et étant donné le principe de la présomption d'innocence, ce n'est pas sûr qu'ils seront tous condamnés. Et en tout cas, ils ne seront pas tous condamnés pour la durée maximale qu'ils ont déjà passée en prison. Et j'aimerais savoir si vous envisagez de prendre d'autres mesures qui iraient dans le sens d'une réduction du nombre de personnes en préventive. Un autre problème en ce qui concerne toujours la préventive et son application. Bon, je vais tourner ma phrase différemment. D'après le nouveau code de procédure pénale, d'après ce que j'ai compris des différents documents mis à ma disposition, l'on peut appliquer où le juge ne peut prolonger la durée d'une préventive seulement 2 fois, à chaque fois 6 mois, donc 2 fois 6 mois. Cependant, l'on estime que cette nouvelle disposition, qui est bien sûr une amélioration par rapport à la pratique précédente, ne s'applique pas dans la plupart des détenus en préventive. Ou qui étaient déjà en préventive au moment où ce nouveau code de procédure pénale a été adopté. Et donc, je le répète, nous avons aujourd'hui pratiquement 75% des détenus qui sont en préventive, mais le code de procédure pénale a été adopté en 2013. Cela signifie que la plupart des prévenus auraient dû être soit libérés, soit condamnés. Donc, j'aimerais là aussi avoir votre éclairage ou des précisions de la part des membres de la délégation.
D'après le rapport présenté par l'État partie, l'on voit que seulement 1150 détenus ont été condamnés et j'aimerais avoir des précisions. J'aimerais savoir quelle est la durée pendant laquelle un prévenu peut être détenu sans chef d'accusation. Est-ce qu'une détention sans chef d'accusation est possible ou est-ce que j'ai peut-être un problème de terminologie? En tout cas, j'aimerais avoir vos précisions. Et là, je fais référence au tableau numéro 2, à la page 11 du rapport. Les verdicts parfois demandent ou prévoient une libération sous caution. Mais il y a plusieurs conditions pour que la caution puisse être fournie. Alors, est-ce que c'est une pratique ou est-ce que c'est une exigence juridique? Est-ce que c'est un juge qui doit être d'accord ou est-ce qu'il a la possibilité de demander une caution selon la procédure suivie? J'aimerais également savoir si le nouveau code de procédure pénale ou le code pénal prévoit la prise de mesures alternatives à l'incarcération. Ou si l'on envisage au Bénin d'introduire ce type de mesures alternatives. Maintenant, j'aimerais poser des questions concernant la justice pour mineurs. L'on a entendu certaines choses quant à la séparation des hommes et des femmes et des jeunes et des adultes dans les prisons. Nous aimerions avoir plus de précisions. En ce qui concerne les jeunes, j'aimerais savoir également, et encore une fois, je fais référence aux informations fournies dans le rapport pour l'État partie qui indique que seulement 2 jeunes sont condamnés sur les 121 qui sont en prison préventive. Les autres n'ont pas été jugés. Et donc j'aimerais savoir ce qu'il en est des délais pour juger un jeune. Est-ce que les délais sont les mêmes que ceux qui s'appliquent à un adulte? Et j'aimerais également vous rappeler la position du comité indiquée dans l'observation générale 35 qui indique que la détention des jeunes devrait être évitée à tout prix, mais dans un tel cas, ils devraient être déférés devant un juge de manière particulièrement diligente. Et là encore, j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'indiquer la durée de la préventive pour ces jeunes. Il y en a aussi une quarantaine en garde à vue et j'aimerais beaucoup avoir des informations sur la durée de la prison préventive réservée à ces mineurs. Le comité contre la torture a plusieurs fois recommandé que les détenus devraient avoir le droit d'être aidés par un avocat et avoir un examen médical depuis le moment de la détention ou lorsqu'ils sont amenés au poste de police. Dans le rapport, l'on indique d'une certaine manière que les détenus reçoivent l'appui d'un avocat. Cependant, le rapport ne dit pas à partir de quel moment ces services sont mis à disposition du détenu. Pourriez-vous nous donner des précisions? Pourriez-vous nous parler également des indemnités? Est-ce qu'il y a une indemnisation qui est fournie à un individu qui
auraient passé plus de temps en prison que ce qui aurait été prévu par la peine, ou avaient dépassé le temps limite prévu par la loi pour cette détention. Donc là, on peut même parler de détention illégale et j'aimerais savoir s'il y a des informations sur une éventuelle indemnisation dans ce type de cas. Est-ce que des réparations ont été fournies ou est-ce que vous envisagez de prendre des mesures ou de mettre en place des mécanismes juridiques permettant de garantir ce type de possibilité, c'est-à-dire demander une réparation? Dernière chose. Je reviens aux informations fournies dans le rapport et mentionnées par le chef de la délégation dans ses remarques liminaires. C'est-à-dire que l'État partie envisage d'établir un tribunal spécial avec des juges spécialisés pour la question de la préventive. Et l'on a souvent lu que l'une des raisons pour lesquelles la préventive dure tant de temps, c'est le manque de juges. Et j'aimerais savoir quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour remédier à cette situation. Et est-ce que ces dernières années, l'État a pris des mesures efficaces pour augmenter le nombre de juges, pour régler ce problème de grand nombre de détenus en préventive? Merci beaucoup. Merci d'avance de vos réponses. Thank you very much, Mr. Bardellashvili. Merci beaucoup, Monsieur Bardellashvili. La parole à Monsieur Olivier de Frouville. Monsieur de Frouville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaite la bienvenue à la délégation de la République du Bénin et je voulais me réjouir par votre intermédiaire, Monsieur le Président, que l'État partie soit représenté à un aussi haut niveau. Ce n'est pas simplement le signe de l'importance que l'État partie accorde au processus d'examen devant le comité, également une marque de respect pour le comité à laquelle nous sommes sensibles, mais c'est aussi une garantie pour nous que nos recommandations seront prises en compte au plus haut niveau de l'État. Et je crois qu'il s'agit là d'un exemple que tous les États parties devraient suivre. Je me réjouis par ailleurs de ce dialogue, dont je suis sûr qu'il sera constructif, car l'État partie a montré par le passé, y compris devant ce comité, qu'il était attentif aux recommandations des organes de traité, qu'il cherchait à les mettre en œuvre. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de régler tous les problèmes sur lesquels nous mettons le doigt, certains problèmes ayant une dimension structurelle, nécessitant des réformes profondes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de mettre en œuvre nos recommandations en vue de parvenir à une application effective du pacte et des droits de l'homme qui sont reconnus par le pacte. Alors, en ce qui me concerne, je vais me pencher sur un certain nombre de questions de la liste de questions et je me concentrerai aujourd'hui sur les questions 8, 9 et 10. Donc qui portent toutes ou qui tombent toutes sous le chapitre du droit à la vie. Nous avons réuni les articles 6 et 7, droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et donc je commence par la question 8 qui, comme souvent chez nous, comprend plusieurs sous-questions que je vais essayer de détailler et sur lesquelles je vais essayer de poser un certain nombre de questions complémentaires pour rentrer dans le dialogue avec l'État partie. Alors d'abord, je remercie l'État partie pour ses explications sur ce point 8. Il y a donc un certain nombre de questions complémentaires à poser. Et je vais commencer par le projet de loi portant modification du Code pénal. Alors, l'État partie nous apporte donc dans ses réponses un certain nombre d'explications dont il ressort que le projet est toujours à l'étude. Et cela, si j'ai bien compris, depuis septembre 2013.
Alors, la réponse de l'État partie semble indiquer que l'on arriverait à la fin du processus, à tout le moins si mon interprétation des termes qui sont utilisés dans le rapport est correcte au regard du droit constitutionnel de l'État partie. Il semble qu'on arriverait au bout du processus. Alors, dans ce contexte, la délégation pourrait-elle nous indiquer à quel moment, si cela est prévisible, à quel moment interviendrait le vote définitif de la loi, ainsi que la promulgation et la publication de la loi qui permettra sa mise en œuvre effective. Car il semble qu'il n'y ait pas en tout cas dans le rapport, il n'y ait pas d'indication très concrète sur ce plan. Or, nous sommes tous conscients que cette réforme du code pénal est absolument cruciale compte tenu des annonces, en tout cas, qui sont faites. Nous n'avons pas une vue d'ensemble sur le projet, je vais y revenir, mais il semble que cette réforme soit absolument cruciale au regard de notre pacte et au regard du respect effectif par l'État partie des obligations qui lui sont imposées dans le pacte. Alors, dans ces réponses, justement, pour revenir au contenu, dans ces réponses, l'État partie nous dit que les avancées du code pénal, du projet de code pénal, se traduisent par le renforcement du cadre juridique, donc du droit pénal dans l'État partie, et que le projet contient notamment des améliorations en matière de droit à la sécurité et à la liberté, d'une part, et de droit à un procès équitable, d'autre part. Alors, cela dit, le rapport est un peu évasif sur ce plan, et j'aurais aimé savoir exactement en quoi consistait, au regard de l'état actuel du droit, en quoi consistaient ces améliorations s'agissant du droit à la sécurité et à la liberté, et s'agissant du droit à un procès équitable. Mais évidemment, plus spécifiquement, ce qui m'intéresse ici, c'est la question de la définition de la torture, qui a été beaucoup discutée par le passé, et il semble que ce projet de code pénal ait vocation à mettre le droit de l'État partie en conformité avec le droit international, et en particulier avec la Convention contre la torture, dont la définition que cette convention donne de la torture est également une définition de référence pour nous dans le contexte du pacte. Alors, est-ce que la délégation pourrait nous fournir le texte exact de la définition qui est insérée dans l'actuel projet de code pénal, ce qui nous permettrait de confirmer qu'effectivement il y a bien une mise en conformité avec la définition donnée par la Convention contre la torture. Enfin, toujours à propos du projet de code pénal, l'État partie la délégation pourrait-il nous indiquer si le projet insère ou non une disposition relative à l'admissibilité des déclarations obtenues sous la contrainte ou sous la torture ou sous d'autres formes de mauvais traitement. Selon les informations que nous avons, ça ne serait pas le cas. Alors, est-ce que la délégation peut confirmer cette information? Et si effectivement il n'y a pas de disposition de ce type, est-ce que à ce stade de la rédaction du code pénal, il serait encore possible de prévoir une disposition de ce type? Si elle n'existe pas, et c'est en tout cas ma compréhension des choses, mais la délégation me corrigera sur ce point si j'ai mal compris, si cette disposition n'existe pas dans le droit pénal actuel. Puisqu'il serait en effet hautement souhaitable que ce type de conduite consistant à faire pression sur des personnes, par exemple, qui sont en cours d'interrogatoire, qui sont soumis à un interrogatoire par un agent des forces de l'ordre, soit soumis à une pression de manière à les faire avouer, les faire passer aux aveux. Sur les mécanismes permettant de connaître des plaintes pour torture. Là aussi, il serait souhaitable que l'État partie, que la délégation nous apporte des précisions. Quels sont exactement les recours juridiques qui sont ouverts à une personne qui a été victime de torture? Pourriez-vous, pour appuyer, je dirais au-delà même de la mention des recours disponibles dans le droit de la République du Bénin,
Bénin, pourriez-vous donner des exemples d'application de ces recours, des cas dans lesquels ces recours ont été effectivement exercés, et pourriez-vous éventuellement nous donner des chiffres afin de démontrer l'effectivité de ces recours, non pas simplement leur existence dans le code pénal ou le code de procédure pénale, mais également leur effectivité, le fait qu'ils permettent effectivement de dénoncer des cas de torture et de faire en sorte qu'il y ait une enquête effective qui parvienne éventuellement à la punition des responsables. Alors sur le mécanisme national de prévention de la torture, évidemment, on ne peut que se féliciter de la ratification par l'État partie du protocole facultatif à la Convention et du fait que l'État partie dialogue déjà avec le sous-comité contre la torture, pour la prévention de la torture, qui s'occupe de la supervision donc, de la mise en œuvre de ce protocole. La question que je souhaiterais poser, c'est de savoir si le projet d'observatoire national pour la prévention de la torture est toujours d'actualité. Parce que si l'on regarde les réponses apportées par l'État partie à nos questions sur ce point, il semble qu'il y ait une hésitation à mettre en place ce mécanisme, avec peut-être une possibilité alternative, si l'on comprend bien, qui serait de confier ces compétences à la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, où en sont ces projets? Est-ce qu'il va y avoir un observatoire? Est-ce qu'il va y avoir une Commission nationale des droits de l'homme avec des nouvelles compétences? Avez-vous par ailleurs un calendrier provisionnel sur la mise en œuvre de ces réformes qui pourrait nous donner une indication concrète de la date prévue d'adoption et de mise en place de ce mécanisme? Je crois par ailleurs savoir, et il me semble que c'est dans votre présentation, Madame la Ministre, que le Bénin attend une nouvelle visite, si j'ai bien compris, du sous-comité pour la prévention de la torture, et donc je suppose que cette question sera d'actualité dans le contexte de la visite. L'État partie pourrait-il par ailleurs nous apporter des éclairages sur la pratique de la torture dans le pays aujourd'hui, et en particulier dans les lieux de garde à vue? Il semble qu'il y ait des cas qui sont mentionnés. La société civile nous rapporte des cas dans lesquels des personnes sont passées à tabac, battues dans des commissariats de police, y compris d'ailleurs dans le cadre d'enquêtes menées sur la base de fausses dénonciations. Quelles sont les initiatives prises concrètes pour éliminer le recours à cette pratique, pour en punir les responsables, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, de la part de ces fonctionnaires de l'application des lois, un sentiment d'impunité, au fond, et le sentiment qu'il s'agit de méthodes qui sont acceptables dans le contexte de l'exercice de leurs fonctions. En particulier, est-ce que la délégation pourrait nous dire comment, lors de la garde à vue, elle fait en sorte que les personnes gardées à vue puissent bénéficier de l'assistance d'un avocat et puissent éventuellement consulter un médecin de leur choix? Est-ce qu'il y a une possibilité d'être assisté d'un avocat dans le contexte de cette garde à vue? Est-ce qu'il y a une possibilité de contacter un médecin? Est-ce qu'il y a une possibilité également de prendre contact avec la famille? Ces trois contacts avec l'extérieur sont absolument essentiels pour prévenir précisément les abus d'autorité de la part des fonctionnaires et des personnes chargées de l'application de la loi. En attente de la mise en œuvre du mécanisme de prévention nationale, l'État partie pourrait-il nous indiquer si des visites de prison ou d'autres centres de privation de liberté sont autorisées de la part des organisations de la société civile? Est-ce qu'il y a des accords entre, par exemple, le ministère de la Justice et des organisations de la société civile pour permettre des visites de prison, et dans ce cadre, et si oui, dans quel cadre et à quelle fréquence? Autre point important sur lequel je ne suis pas absolument sûr d'avoir, il y a des informations, mais j'ai pas une vue très claire, donc je demande votre aide à cet égard. Est-ce que vous pourriez nous
préciser si le procureur, disons le ministère public, a ou non le devoir d'initier d'office une enquête lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ont été commis, en l'absence même de dépôt de plainte. S'il n'y a pas de dépôt de plainte, est-ce que, parce qu'on sait que dans ces cas, très souvent, il peut y avoir une peur d'intimidation, les victimes peuvent être hésitantes au moment de déposer une plainte, donc est-ce qu'il y a une compétence de la part du ministère public pour initier une enquête d'office? Enfin, dernier point, avant-dernier point, sur cette question donc de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Qu'en est-il de la formation des responsables de l'application des lois? Est-ce que des formations spécifiques sont mises en œuvre sur ce plan, en particulier pour faire prendre conscience à titre de prévention aux responsables de l'application des lois, y compris dans les bas échelons de la hiérarchie, sur le caractère absolu de l'interdiction de la torture et sur la portée de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, avec au fond la nécessité de bien montrer qu'un certain nombre de traitements ne peuvent pas être banalisés et sont susceptibles de faire l'objet d'une répression pénale. Puis enfin, dernière question sur ce plan, en lien en tout cas avec la question de la torture, pas seulement, mais qu'en est-il de la portée exacte de la loi d'amnistie numéro 90/28 du 9 octobre 1990, qui a donc été adoptée au moment de la transition vers la démocratie, et qui donc amnistie les faits commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de promulgation de la loi. Alors, ma question porte spécifiquement sur la torture. Est-ce que les crimes de torture et de traitement inhumain ou dégradant commis durant cette période sont couverts par cette loi? Et si oui, est-ce que l'État partie peut éventuellement justifier au jour d'aujourd'hui que le maintien d'une telle loi est nécessaire aujourd'hui au Bénin, ou en tout cas, est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi une telle loi que le comité considérerait comme étant contraire au pacte, si elle englobait effectivement la question de la torture, pourquoi est-ce qu'une telle loi serait aujourd'hui encore nécessaire? Je passe maintenant à la question 9, donc, qui porte sur l'abolition de la peine de mort. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur l'insistance du président. Bien noté. Alors, d'abord, je crois qu'il faut se réjouir, évidemment, et féliciter l'État partie d'avoir décidé de franchir le pas, et après le moratoire qui a été appliqué pendant de longues années, d'avoir décidé d'abolir définitivement la peine capitale de manière irrémédiable, caractère irrémédiable de l'abolition qui est consacré par la ratification du protocole 2 au pacte, et donc je crois que à cet égard on ne peut que se réjouir de ce pas en avant très important qui est fait par l'État partie. Alors, on a cependant, et là c'est au fond une question transitoire d'une certaine manière, ou de droit transitoire, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que ce pas très important n'a pas des effets immédiats sur la condition juridique et matérielle des personnes qui sont actuellement détenues sur la base d'une condamnation à la peine capitale. Je crois qu'il y a 13 condamnés à mort qui sont actuellement en prison au Bénin. Et ça a été réaffirmé par Madame la ministre, au fond, la commutation de peine en peine de prison est suspendue à l'entrée en vigueur et la mise en vigueur du nouveau code pénal. Alors, ce qui est problématique parce que, en fait, ce processus conduisant à l'adoption du code pénal, et c'est un peu le sens des premières questions, il est quand même très long, et on ne sait pas encore exactement quand ce code pénal va véritablement entrer en vigueur. En attendant, nous avons des personnes qui sont
toujours détenus pour une condamnation à la peine capitale, et qui de ce fait, et ça c'est la dimension, je dirais, strictement matérielle, sont détenus dans des conditions extrêmement dures, dans les couloirs de la mort. On nous dit que ces personnes sont victimes en réalité sont détenues dans la même cellule, ces 13 personnes seraient détenues dans la même cellule, seraient interdites de visite, ne pourraient sortir qu'une seule fois par mois de leur cellule pour se faire couper les cheveux, et seraient victimes de mauvais traitements. Donc autrement dit, il y aurait un standard de détention particulièrement dur qui résulterait de leur qualité de condamnés à mort. Et donc, n'y a-t-il pas un moyen, sans attendre l'entrée en vigueur du Code pénal, de faire en sorte qu'il y ait une transformation de leur peine en une peine de prison, et à ce que le régime spécifique de détention, exceptionnelle de détention auquel ces personnes sont soumises, soit modifié. Je passe maintenant à la question 10, alors qui porte sur toute une série, là aussi, de questions complexes qui touchent à la question du droit à la vie, mais aussi à l'intégrité physique et mentale. Alors, premièrement, sur les vindictes populaires. L'État partie nous dit dans ses réponses au paragraphe 22 que grâce, je cite, grâce aux multiples sensibilisations sur la question, le phénomène de vindicte populaire a considérablement diminué. Serait-il possible d'avoir plus de détails sur cette question? En quoi consistent ces multiples sensibilisations évoquées? Pouvez-vous nous donner plus de détails? Selon les informations reçues par les ONG, les vindictes populaires continueraient d'arriver au Bénin. Et on peut se demander également si la législation béninoise est adaptée à ce type de phénomène. Je pose juste la question, je ne vais pas plus loin parce qu'il faut avancer. Sur les infanticides, les meurtres rituels et en particulier la situation des enfants qui sont accusés de sorcellerie. L'État partie nous dit d'abord au paragraphe 23 que la loi réprime toutes les formes d'infanticide. Par ailleurs, s'agissant des enfants accusés de sorcellerie, l'État partie nous dit que des actions concrètes sont en cours en vue d'éradiquer le phénomène. Et il cite notamment l'action d'une ONG, Franciscain Bénin, qui a organisé une importante conférence sur le sujet. Par ailleurs, au paragraphe 25, l'État partie nous informe qu'il développe un programme de relais locaux et de clubs scolaires dans une optique de sensibilisation. Alors, selon la société civile, encore une fois, l'action de sensibilisation et de lutte contre ce phénomène dépend essentiellement des ONG, et l'implication de l'État dans la lutte pour l'éradication de ces pratiques serait en réalité extrêmement faible. Pouvez-vous nous dire ce que fait concrètement l'État, y compris à travers une aide aux ONG, pour contrer et pour combattre ces pratiques fondées sur la superstition? Qu'en est-il de la répression de ce type de pratique également? Qu'en est-il de la réintégration et de l'assistance fournie aux victimes de ces pratiques, aux enfants en particulier, qui sont accusés donc d'être, pour des raisons diverses, accusés d'être enfants sorciers ou donc d'être enfants sorciers? Alors par ailleurs, vous n'êtes rien dans les réponses des dispositions du nouveau Code de l'enfant, qui semble contenir un certain nombre de dispositions importantes sur ce point. La question se pose toutefois de l'entrée en vigueur de ce code. Est-il déjà en vigueur? Il semble qu'il ait été adopté en janvier 2015, mais qu'il n'ait pas encore été promulgué, à moins que vous nous apportiez ici la bonne nouvelle que c'est le cas et qu'il est actuellement en vigueur, parce qu'il me semble, mais vous me corrigerez sur ce point si nécessaire, on vous compléterait que ce code comprend des dispositions importantes sur cette question, donc des infanticides et des enfants accusés de sorcellerie. Le comité a également posé des questions sur l'état d'avancement d'enquête sur 3 affaires qui sont distinctes en réalité. Le décès dans des circonstances mystérieuses du journaliste Jean-Christophe Ongbo et de sa famille en juillet 2011. Le décès de l'étudiant René Miwanou lors des manifestations étudiantes en décembre 2014. Et enfin, la tentative d'assassinat dont a été victime le défenseur des droits de l'homme, M. Martin Assogba, en décembre 2013.
sur ces 3 affaires, les réponses de l'État partie, la réponse de l'État partie est que les enquêtes sont en cours, sans autre détail. Alors bien sûr, on peut comprendre qu'il y ait un secret de l'instruction. Cela n'empêcherait pas, me semble-t-il, de nous informer éventuellement sur l'état d'avancement des procédures, en particulier pour celles qui portent sur les faits qui sont les plus anciens. Je pense en particulier à l'assassinat ou à la mort de Jean-Christophe Ongbo et de sa famille en juillet 2011. Il y a quand même un certain temps qui s'est écoulé depuis. On pourrait s'attendre à ce que des progrès aient été faits dans l'enquête. D'autres cas d'exécution de la part de personnes chargées de l'exécution de la part des forces de l'ordre nous ont été signalés. Est-ce que des enquêtes effectives ont été menées sur ces cas? Je pense en particulier au cas de M. Axel Michaud-Djehoun, qui aurait été abattu par les forces de l'ordre le 24 décembre 2014. La société civile a demandé qu'une enquête indépendante soit menée sur ce cas pour éviter, disons, d'éventuelles interventions de la part des forces de police qui sont mises en cause. Qu'en est-il aujourd'hui de ces enquêtes? Enfin, la société civile nous fait également part d'un cas de disparition qui pourrait être qualifié de disparition forcée, celui de M. Urbain Dingnivo, qui était porté disparu depuis 2010. Auriez-vous des renseignements sur ce cas, alors que, selon les allégations reçues, les conclusions de l'enquête officielle restent pour l'instant inconnues du public? Il serait intéressant éventuellement de divulguer les conclusions de cette enquête, si enquête il y a eu. Voilà pour l'essentiel. Monsieur le Président, je vous remercie. On reviendra éventuellement sur certains points dans le cadre de la discussion. Merci. Merci. Merci, Monsieur Frouville, pour votre question essentielle. Ok, on est arrivé au moment de faire une pause. Vamos a hacer una pausa. Creo que todos Nous méritons tous une pause et un temps de repos. Vous avez encore quelques minutes pour parvenir à la cafétéria avant sa fermeture à 17h. Et nous reprenons notre dialogue à 5h05. Nous accordons 20 minutes à l'État partie pour préparer ses réponses. Il peut s'installer, les membres de l'État partie peuvent s'installer dans la salle adjacente, la salle qui se trouve juste à la sortie de cette salle sur votre gauche.